Bonjour, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne d'écriture. Aujourd'hui, on est avec Axel. Salut Axel, Salut Simo, tu vas bien? ça va très bien et toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est trop cool. Avec plaisir, ouais, merci. C'est très très cool. On va pouvoir parler d'écriture, de tes projets en cours, de tes inspirations, de ton univers, qu'est-ce qu'on met. On va parler de tout ça. Ça va être très très cool. Merci, ouais, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je te propose qu'on commence cash. Est-ce Ouais. que tu peux nous présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas de toi, un petit peu ton parcours, ce que tu fais, etc. Comme ça, on saisit un petit peu grossièrement, même ce que tu veux nous présenter de toi avant qu'on Merci. parle d'écriture. Ok. Alors, déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Axel, Axel Witzk. Je suis français, mais j'ai habité pendant 6 ans au Japon. C'est pour ça que je parle beaucoup dans ma littérature du Japon. Mais de base, mon background, c'est architecte. Donc, je suis architecte. J'ai travaillé, j'ai étudié au Japon, à Tokyo, pendant un an. Et ensuite, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de travailler, d'habiter dans un autre pays. Donc, j'ai voulu y retourner après être diplômé et parler couramment japonais. C'était vraiment ça le but de base. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Dès le premier jour, en fait, je me suis réorienté Ok. complètement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été repéré par des agences de mannequinat. Donc, pendant 5 ans au Japon, donc après un an d'études, je suis passé 5 ans au Japon à faire mannequin. Mhm. Et ensuite, j'ai aussi fait un an, enfin même pendant, j'ai fait un an de marketing. Et pendant les 2 dernières années, j'ai aussi commencé à écrire pour diverses raisons. Donc c'est un sacré background Ouais. un petit peu unique. Ça a été très, 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 très riche. J'ai appris de chaque expérience. Et chaque expérience m'a permis en fait de me construire comme je suis maintenant. Et maintenant, ce que je suis, c'est que j'essaie de devenir un écrivain à part entière. J'en fais mon métier. J'ai quitté le Japon depuis cet été pour m'installer en France et pour pouvoir devenir écrivain à temps plein en fait. Donc c'est vraiment à fond. J'ai quitté ma situation, mes amis, mon logement, mon travail pour en trouver un nouveau en France. C'est quand même plus efficace d'écrire en France avec des lecteurs français tout autour de toi que de travailler au Japon avec que des personnes qui parlent japonais ou dans d'autres langues. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est un super programme et ça se passe en peu de temps. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup, à quitter la situation dont tu parles pour te lancer dans une carrière à bras-le-corps d'écriture? Alors, alors moi, je suis vraiment super curieux. Je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'intérêt pour la culture. Donc, Wikipédia, par exemple, pour moi, c'est dangereux. Tu vois, je rentre dessus, Ouais, je peux m'y perdre pendant des heures. 100%. Ok. Ouais. Et donc, j'avais beaucoup de centres d'intérêt. Et il s'est trouvé, quand je suis arrivé au Japon, le plus simple pour moi, de base, moi, je voulais carrément, alors c'est encore autre chose pour te dire, je voulais développer un business culinaire. Donc, ouais, j'adore cuisiner aussi. Et il s'est trouvé que je suis devenu donc mannequin entre-temps. Et ma famille, qui me voyait comme un architecte, a été assez secouée, en fait, on va dire. Personne ne connaît vraiment ce travail. Mm. Donc, tout le monde le connaît à travers le cliché, mais personne ne connaît la véritable réalité de ce travail. C'est clair. Donc, tout le monde avait assez peur pour moi. Du coup, j'en suis reconnaissant, mais ça a été assez difficile à gérer. Et c'est vrai qu'au début, je me suis vraiment demandé si c'était une bonne idée de faire mannequin, parce qu'au tout début, c'était difficile de même d'en vivre. J'ai commencé, c'était difficile. Et je me suis dit, je suis au Japon, je suis mannequin, et peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Mais j'ai envie d'essayer. Mais pour le coup, j'aime pas les échecs. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour être au moins fier de mon année, pour la valider, on va dire, quoi. Mhm. C'est vraiment, je veux pas perdre un an en l'ayant gâché. Je supporte pas de gâcher les choses. Il faut toujours que je rentabilise, on va dire. Mhm. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui me rendrait fier? Et ça, c'est assez difficile parce que j'ai assez de difficulté à être fier de moi-même. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, waouh, si j'arrive à écrire 500 pages, ça fait beaucoup, même si c'est nul. Ouais, ouais. Je pense que tout de même, j'admets que c'est un travail long et difficile. Donc, je pense que je pourrais tout de même être fier de moi. Pourquoi écrire 500 pages?
parce que j'avais l'idée d'écrire un livre. Déjà de base, je me suis dit, j'ai qu'à écrire un livre. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'adorais faire des rédactions. C'était mon kiff d'imaginer des choses. J'adorais lire. Et ça m'a toujours trotté dans l'esprit d'écrire un livre, mais j'ai jamais eu le temps. C'est ça. Je prenais pas le temps, en fait. Et ensuite, pourquoi c'est passé d'un livre à 500 pages? Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est un livre en fait? À quel niveau est-ce que j'aurais le droit de me sentir fier de moi? Je ne sais pas. Moi, je suis assez pragmatique, il fallait que ce soit clair. Je dis 500 pages, un an. Donc, dans un an, si le mannequinat, j'arrive pas à en vivre, si j'arrive pas à décrocher assez de travail et tout, et ben moi, j'aurais écrit 500 pages et j'en serais satisfait et je sortirais la tête haute. Ce qui s'est passé au bout d'un an, c'est que j'avais fini mon livre, que je trouvais qui était vraiment cool déjà, c'était stylé. Et le mannequinat, ça avait explosé, donc j'avais plus aucun souci. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué en fait à faire les deux. Voilà, Mhm. jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu as fait ça sur 2 ans, du coup. Sur Le les temps. 2 dernières années Ouais. en fait du mannequinat, alors non, finalement, ça fait 3 ans quoi. Ah ouais, Mon ok. roman sur les Titans, donc je pourrais en parler peut-être plus tard, un roman que j'ai pas encore publié, Mhm. que je publierai l'année prochaine, Qui a m'a l'air très pris très cool bien d'ailleurs. J'ai 3 ans. vu des petits teasers. Ouais, il est extra. Franchement, pour le moment, c'est mon roman préféré encore, sachant que j'en suis quand même à mon quatrième, hein. Et toujours, il est incroyable ce roman. Vraiment, j'ai mis le temps, mais il est vraiment cool. Et donc, pendant 3 ans, j'ai fait ça. Et ce qui s'est passé, du coup, pour expliquer jusqu'à aujourd'hui, c'est que durant le coronavirus, ça a été vraiment dur de faire du mannequinat. Parce que je ne sais pas si tu imagines, mais c'est des castings. Donc, il y a beaucoup de mannequins qui viennent au même endroit, qui Bien sûr. défilent devant des clients. Personne n'a envie d'être malade. Donc, c'était devenu des trucs par vidéo. Ça ne me plaisait pas trop. Ensuite, je faisais aussi du marketing. Le marketing, bien sûr, c'est chaos pendant les crises sanitaires. Comme personne ne travaille, c'est la même chose pour eux. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que ça aille mieux? Et je pouvais toujours faire un peu de mannequinat quand même, mais est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire? Parce que tu ne peux pas devenir un bon mannequin si tu n'y vas pas à 200%. J'imagine. Et, ouais, et finalement, l'écriture devenait de plus en plus importante dans ma vie. Je kiffais ça de plus en plus. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce que tu ne peux pas plutôt écrire? Et je me suis dit, ouais, à un moment, j'ai eu le déclic. Et en mars, j'ai décidé de quitter en fait la boîte de marketing. Ensuite, en juin, j'ai décidé de quitter mon agent dans mon agence de mannequinat. Et en juillet, je suis rentré en France. Donc voilà, ça fait 2 mois que je suis rentré au Bercail. Je reprends doucement en fait. Et donc, comme on disait, j'ai quitté toute ma situation, mes amis, mon travail, mon logement, mais pour une raison claire maintenant pour moi. C'est je veux devenir un auteur qui vend et vit de ses romans en fait. Parce que c'est un métier qui est vraiment incroyable, je trouve. Il est vraiment très excitant. Je me sens, c'est très difficile, franchement. Moi, je travaille beaucoup, mais je me sens vraiment bien en faisant ce que je fais. Et il me donne une certaine liberté. Je n'aime pas travailler en équipe, en tout cas pas tout le temps. Donc j'ai mon propre temps, mon propre espace. Ça me convient parfaitement. Maintenant, il va falloir en vivre, mais comme tu vois, j'ai quitté toute une situation. J'ai la niaque, moi, c'est pour réussir. Je pense que ça va aller. C'est très très cool. J'ai l'impression que ça se passe très bien pour ce début, tu vois. Ah, bah, Et au début, ça. de ouf, c'est très très cool. Et 4 romans, du coup, t'en as publié un cet été. Ouais, c'est ça, exactement. L'éveil des Mononoke. Ok. Donc t'en as 4. Ils en sont où les 3 autres? Alors, le premier que j'ai écrit, qui sera certainement le dernier roman que je vais publier, mon objectif, en fait, c'est grosso modo, c'est pas gravé dans le marbre, mais c'est grosso modo de publier un roman par mois pendant 12 mois. Mhm. Donc, j'ai une timeline sur 12 mois qui m'amène jusqu'à jusqu'à juillet 2021. Mon 12e roman, je voudrais que ce soit celui sur les Titans. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais publier ce que j'ai déjà écrit. Donc, L'éveil des Mononoke, j'avais déjà écrit. Et il y en a un autre que j'avais aussi fini, que j'ai juste corrigé. C'est un Hikarie que je vais publier donc lundi, qui va sortir lundi. Et le quatrième, donc, c'est un nouveau roman que je suis en train d'écrire. Et le premier jet en est à la moitié, là, environ. Voilà. Donc celui-là, il serait prévu pour décembre.
Ah non, il est prévu pour le mois prochain. Ah ah, octobre. Ah oui, Ah oui, ok. ça Et t'en es... arrache. Ah ouais, 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 ouais. Et t'arrives, tu dors à un moment donné ou pas du tout? Franchement, Jamais. en plus, je suis un bon dormeur, hein. Ouais. Je pense faut trouver le rythme. Je suis clairement en mode sacrifice hein, pour le moment. Hmm. Ça peut pas durer longtemps, Ok. mais je table sur une acclimatation, pas au non-sommeil, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Une acclimatation, en fait, un rythme de travail, trouver en fait mes repères, parce que je viens de quitter un pays que j'ai habité pendant 6 ans. Mes repères sont totalement différents. Je ne vois même plus C'est les pas mêmes sûr. personnes que moi, quoi. Ouais. J'ai plus le même bureau, enfin, c'est plus la même chose du tout. Donc, je me refais à la vie, même juste à la nourriture. Genre, prendre mon petit déjeuner, me faire une tartine ou un truc comme ça, tu vois. Oui, Jamais c'est pas la c'est même pas, tu ambiance. vois. Donc, je réapprends à vivre, à retrouver un rythme stable qui sera, on va dire, healthy. Mhm. Et à partir de là, je vais réussir à calquer aussi mon rythme de travail pour arrêter de travailler de 7 heures du matin jusqu'à minuit, quoi. C'est pas possible. Ouais, ouais. Oui, mais Je toi, me tu suis fais un habitué. rush, du coup, tu sais bien qu'il n'est pas tenable toute une vie, mais tu fais un rush au démarrage, quoi. C'est ça. Au Japon, moi, je travaillais de 7h30 jusqu'à 14 heures au mieux, D'accord. et au pire jusqu'à 16 heures, tu vois. Mhm. Voilà, Ouais. donc C'est ça quand même me un laisse gros bloc. également une après-midi et la soirée, quoi. Ouais. C'est quand même un gros bloc d'écriture, mais du coup, ouais, effectivement. Bah, c'est un travail, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et on va parler de tes bouquins. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous, si tu as envie, que tu nous exposes la réflexion qui t'a mené au fait de choisir de publier un roman par an, par mois, sur 12 mois. Qu'est-ce qui s'est D'accord. passé? Euh, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je joue gros, en fait. Je remets toute ma vie en jeu. C'est c'est assez culotté, mais à vrai dire, je dirais que si on ne tente rien, on n'a rien. Et c'est certainement les plus gros paris qui apportent le plus, mais aussi on peut perdre plus. Quand on fait un pari, en fait, faut admettre qu'on a déjà tout perdu. Et il faut partir en mode je vais tout regagner, quoi. C'est comme ça que je pars. C'est pas ouais, ça va peut-être réussir et tout. J'y vais à fond en fait pour réussir. Et je me suis dit comment réellement réussir. La réalité des choses, c'est que à moins d'être la bête ultime, d'avoir la chance de ouf de publier un livre. C'est comme on m'a demandé encore cette semaine, est-ce que tu en vis? Ça fait 3 semaines que j'ai publié mon premier roman. Si j'en vivais maintenant, franchement, Ce serait très très cool. ce serait quelque chose, tu vois. Un beau succès. Non, j'en vis pas du tout pour le moment. Mais et c'est un fait en fait. Donc j'étais déjà parti là-dessus. Je me suis dit comment faire pour en vivre en un an. C'était ma date limite. Je me donne un an pour réussir ou au moins pour avoir, on va dire, une validation. Je sais que ça ne peut que fonctionner. Au bout d'un an, ce sera OK, tu vois. Mais si je vois aucune amélioration durant un an, là, je me remettrai en question. Mais mon but, c'est de réussir pendant un an. Et je me suis dit, il va falloir faire un business plan. Tu vois, je suis architecte. Et Clairement, oui. marketing aussi. Donc, j'ai côtoyé, moi, je travaillais plutôt dans la communication avec des influenceurs pour promouvoir des produits. Je faisais leur stratégie, etc. Parce que planifier, c'est quelque chose que je sais bien faire, construire un projet. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je planifie un projet. Et quel est le projet le plus apte par rapport à ma personnalité, par rapport à ma façon de faire, à me, à me rémunérer de façon juste, honnête, au bout de l'année que je me donne. Et je me suis dit, le moyen le plus sûr d'y réussir, c'est de publier le plus de romans possible. Et je me suis dit, allez, un roman par mois. Parce que je me suis dit, c'est possible. La réalité des choses, je me dis, waouh, c'est possible, mais pas tout seul. Ouais, ouais. Donc, soit il faut de l'argent, soit il faut des personnes qui sont incroyables autour, qui t'aident. En tout cas, dans tous les cas, il faut s'arracher, quoi. C'est un truc de ouf. Mais
quelque chose que je suis habitué, je suis freelance depuis que j'ai été diplômé architecte. Le mannequinat, la réalité des choses, même si on a un agent, même si on est dans une agence, c'est un métier de freelance en fait. Tu es le premier à te promouvoir. Si tu ne te promeus pas au mieux, personne ne le fera mieux que toi. Tu vois. Si tu C'est clair. abandonnes, c'est sûr que tu es fini. Donc, j'étais obligé déjà de promouvoir mon image, etc. J'ai un autre compte Instagram, par exemple, qui était justement dédié au mannequinat. Ça Mhm. marchait bien, tu vois. Et maintenant, je me dis, bah, faut faire la même chose. Faut que je me donne les moyens, en fait, de réussir. Ouais, très Voilà. clair. Donc, un roman par mois, Ouais. pendant un an. C'est très cohérent. C'est très cohérent. J'ai l'impression que tu vas pas te dévier de ton projet et tout. Ton business plan il est tracé, genre c'est carré, tu vois. C'est trop bien. Très inspirant en Ouais, plus. après, bon, après, il faut être réel. C'est une base que je me suis donnée sans avoir même commencé le travail de publication. J'avais déjà commencé à écrire, évidemment. Le fait est que je pense que tous les 3 mois, 4 mois, je vais potentiellement faire une pause déjà pour dormir. Ouais, Et ensuite, tu vois, une pause de 2 semaines, une semaine, 2 semaines, un mois, je ne sais pas trop. Mais aussi pour réfléchir à la suite du plan, pour pas en fait foncer tête baissée non plus sans réfléchir, parce que finalement, j'aurai 4 mois de données supplémentaires ouais, et je pourrais améliorer la suite. Tu vois. c'est clair. Mais personnellement, c'est vrai que je veux vraiment écrire un roman par mois parce que c'est ce que je me suis dit. Mais bon, après, c'est pas parce que je l'ai décidé un jour que c'est gravé dans le marbre. Oui, tu t'adapterais en fonction de nouvelles données dans quelques mois, quoi, quand tu auras un peu plus de recul sur la situation. L'objectif final ne doit pas changer. Oui, c'est ça. Non, c'est très cohérent. C'est très clairement très intelligent. Et d'accord. Du coup, bah, on va suivre tout ça. Ça va être très très Ouais, cool. avec Ah, ça a plaisir. déjà commencé au mois d'août avec L'éveil des Mononoke, ton premier roman qui sort. Ouais. Comment ça s'est passé? D'où vient ton inspiration pour ce bouquin qui a l'air chambé? Le processus, parce que du coup, tu as mis 2 ans à l'écrire? Non, Combien non, quatre non, non. C'est le roman sur la mythologie grecque que j'ai mis 2 ans à écrire, 2, 3 ans à T'as écrire. mis combien de temps pour écrire les Mononoke? C'est assez ouf, hein. Je l'ai écrit, j'ai sorti le premier jet, je l'ai écrit en 2 semaines. Ah oui, oui, c'est plutôt ouais. Très très ouf, ouais. Oui, c'est quand j'ai décidé en fait j'ai dit à mon boss en marketing, ciao, merci pour tout, mais du coup, je veux faire écrivain. Ouais, Du coup, tu vois, j'avais le karma là pour ouais, réussir parce que je me suis dit, si tu n'arrives même pas à sortir le premier, t'es mort. clairement, ouais. Ouais, c'est clair. Motivé par Motive. du coup l'élan, quoi. Chambé. Motive, Ok. ouais. Et donc l'éveil des Mononoke, il est sorti au mois d'août? Le 13 août? 17 août? Je me rappelle plus, pardon. Et sorti mi-août, oui, exactement. Mi-août en tout cas. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tu l'as sorti en auto-édition? Oui, c'est ça, avec Ok. Amazon. Avec Amazon. Alors, on va parler du roman juste après. D'accord, bien sûr. Tu as décidé de sortir ton premier roman en auto-édition, et j'imagine que du coup c'est la même chose pour les suivants. Oui. Est-ce que du coup c'était une réflexion que, vu que tu as l'air d'anticiper des choses, Mhm. est-ce que c'est une réflexion que tu as menée longtemps, pas longtemps, sur le fait d'auto-éditer édition traditionnelle? Et est-ce que du coup c'est le fait que tu puisses auto-éditer qui te permet d'être autant rapide sur le processus de publication? Comment ça s'est passé ta réflexion qui t'a conduit à ça? Alors, par rapport à ta dernière question, clairement, oui, c'est Mhm. l'auto-édition qui te permet d'être aussi rapide parce que monter tout un dossier pour les maisons d'édition, l'envoyer, attendre une réponse et après le retour, donc travailler avec la maison d'édition pour ensuite le publier, l'imprimer, le stocker, distribuer et le voir un jour dans une librairie, on est clair que ça n'a rien à voir. En 72 heures, Amazon, c'est fini, quoi. Ouais. On tape tout prêt, quoi. Donc, oui, effectivement. Après, quelle a été ma réflexion pendant l'auto-édition? J'ai écrit mon tout premier roman sur la mythologie grecque en 3 ans, on va dire, parce que ça m'a pris 3 ans, mais je n'ai pas écrit pendant 3 ans. La réalité des choses, c'est que j'ai écrit pendant un an et demi, quoi. J'avais beaucoup de travail et puis je ne voulais pas être écrivain, tu vois, de base. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je voulais vraiment le publier dans une maison d'édition parce que il est vraiment cool. Et je pense que ouais, franchement, si je le publie, je pense pouvoir le vendre. Mais
plus j'ai écrit, et ça m'a sauté aux yeux vraiment quand j'ai quasiment fini le premier jet, quand je me suis vraiment documenté sur les maisons d'édition, je me suis dit, oh, le temps que j'y ai passé, est-ce que ça va m'apporter? Mais c'est un suicide professionnel. Ouais. Alors, franchement, il y a des gens qui se disent euh, l'écrivain est un artiste. Je pense que l'écrivain est un artiste. Personnellement, peut-être pas tous, tu vois. Personnellement, moi, je me sens comme un écrivain, comme un auteur artiste. J'ai toujours été très artistique, de toute façon, dans tous mes métiers. Et ça, c'est quelque chose. Par contre, l'artiste est un humain et il doit vivre. Le livre est clairement un produit. Ça peut être un produit et ça peut être de l'art pour moi. C'est pareil, tu vois. Bien sûr. L'art, il se vend. Une œuvre d'art, ça se vend. La C'est Joconde, il n'a pas commercialisable, été tu fait vois. en fait, pour dire je suis un artiste. Bien sûr. Ça a été fait pour être vendu, pour pouvoir gagner de quoi manger, loger, etc. Donc, ce n'est pas la Joconde que j'écris, mais j'écris pour pouvoir de la même façon en vivre et continuer à écrire en fait. Donc là, je me suis dit, bon, c'est très compliqué. Une maison d'édition va me prendre environ 95%, allez, 90% globalement de bénéfices, de pourcentage de redevance sur mes bénéfices. Un travail avec l'auto-édition comme Amazon va me prendre 70% sur le e-book ou 60%, enfin non, excuse-moi, c'est l'inverse. C'est moi qui va avoir 60%. Donc, l'auto-édition va me prendre 30% ou 40% sur Ouais. le livre broché, euh, ce qui est bien mieux. Et même si en fait, ce n'est pas vraiment ces chiffres, parce que finalement, les pourcentages ne sont pas directement au même moment, donc finalement, tu gagnes un petit peu moins que 60% par exemple, ça reste beaucoup plus que Ouais. 6, 7 à 8% que tu peux gagner sur la maison d'édition. De plus, en vivre en maison d'édition de l'écriture, ça veut dire vendre énormément de livres ou alors en vendre beaucoup. Vendre beaucoup de livres, c'est pas possible parce que je serai le petit nouveau, parce que j'y connais rien finalement au monde de l'édition et que je n'ai pas de contact. J'ai habité pendant 6 ans à l'étranger. Mhm. Donc, c'est très difficile pour moi. Je ne peux pas publier un roman par mois, même si je peux les écrire, tu vois, dans une maison d'édition, parce qu'ils ne pourraient pas les vendre, ils ne pourraient pas faire la promotion au rythme qu'il faut. Ensuite, je ne pourrais pas tout simplement parce qu'ils sont blindés. Il y a d'autres auteurs et ils doivent publier les romans des autres auteurs en priorité. Et moi, je serai à la queue, tu vois. Mhm. Ça ne me convient pas parce que c'est beaucoup trop difficile. Je ne suis pas sûr qu'on peut réussir rapidement de cette façon, à moins de faire un best-seller. Et c'est là que j'ai vu que 90%, 80% ou 90%, il faudra vérifier les chiffres, des personnes qui passent par une maison d'édition vendent moins de 300 livres. Et qu'après, quand j'ai vu qu'un best-seller, c'était à partir de 1000 livres, bon après, c'est certainement selon les genres. Là, je me suis dit, waouh, mais 1000 livres, attends, combien est-ce que ça fait? Genre 5% de 1000 livres, mais ça fait quelques milliers d'euros, genre 2000 euros, ou je sais pas quoi. Enfin, je dis un nombre n'importe quoi, mais ça fait pas Ouais. du tout C'est assez léger. pour vivre. Mais pas du tout. Donc, je me suis dit, waouh, haute édition, un livre par mois, il y a peut-être moyen de réussir. Donc voilà. Sachant que plus t'en sors, plus t'en vends dans l'idée. C'est ça le business plan, en fait. L'idée, c'est ça, mais c'est aussi une stratégie avec Amazon. Avec Mhm. Amazon, mon nom est lié à chacun de mes romans et Mhm. par un clic. En fait, tu peux atteindre la bibliothèque et voir tous les romans que j'ai déjà publiés. Donc potentiellement, s'il y en a un qui t'a intéressé, très certainement un autre va t'intéresser. Donc je pourrais en vendre plusieurs autres, par exemple. Ensuite, il y a le fait que Amazon te fait ta promotion pendant un mois quand tu es dans les nouveautés. Relativement, fait ta promotion. Enfin, tu Oui, tu mets en affiches. avant, quoi. C'est ça. Si tu sors un roman par mois, en fait, tu seras toujours dans les nouveautés. Ça, c'est ce que je dis. Je veux voir comment ça va fonctionner. Et c'est vrai que ensuite, quand tu as plusieurs produits, enfin, vivre grâce à un produit qui est excellent, c'est pas mal. Mais en fait, même s'il est excellent dans ce qu'il est, il ne plaira pas à tout le monde. Et c'est ça l'intérêt aussi. Euh, En vendre 12, je me dis bien qu'il y en a bien au moins un qui va plaire, tu vois, sur la même durée.
Donc, c'est ça, en fait, c'est se diversifier. C'est comme une personne qui a envie d'acheter des actions, elle n'achètera pas énormément d'actions d'une entreprise. Elle va en acheter plein de diverses parce que s'il y a un problème un jour, elle sait qu'elle ne va pas couler parce qu'elle en a d'autres. C'est exactement mon schéma de pensée. C'est clair. C'est très, très, très structuré. C'est très cohérent avec ce que tu dis, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, Bah, du coup, grave. Bah, du coup, on va grave suivre ça avec toi. Tu vas nous en parler, j'imagine, au fur et à mesure sur tes réseaux. Ça va être très, très cool à suivre. C'est très ouais, intéressant en plus de suivre le processus en lancement. Tu vois? ouais. Ok. Et très bien, merci. Parce que du coup, j'imagine que tu n'as pas forcément envie d'exposer tout, mais en tout cas, c'est très cool de partager ça avec nous. Non, ça me fait plaisir, franchement. Parce qu'un Impeccable. truc, clairement, Ouais, je pense que tous les auteurs devraient collaborer et s'entraider. On n'est pas du tout en compétition. Moi, je vois pas les autres en compétition. En plus, je suis ouais. tombé sur une communauté qui est vraiment, en tout cas pour le moment, bienveillante. Moi, je connais un peu les dérives d'Instagram en plus, mais pour le coup, c'est vraiment très bienveillant. Et il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont beaucoup aidé. Par exemple, je pense à Mickey Summers, elle est Ouais. vraiment incroyable. Et il y a d'autres personnes comme ça, tu vois, vraiment beaucoup de personnes qui m'aident. Et ça, c'est vraiment cool. Et moi, clairement, j'ai envie d'aider aussi autant. Donc, partager ma méthodologie, qu'est-ce que ça fait finalement? Moi, j'ai mes idées, elles sont à moi et personne ne les écrira de la même façon. C'est Tu clair. vois, je vais ressortir l'exemple de l'architecture. Quand j'étais encore étudiant, on nous donnait une parcelle quelque part. On nous disait, faites, je dis n'importe quoi, une clinique, faites un musée sur cette parcelle, un musée qui va parler genre de Dali. Tu vois, exactement la même parcelle, le même truc. Personne ne sort le même projet. Tu vois. Bah non, mais c'est clair. On a tous la sensibilité. Donc, même si on me volait mes idées, bon, je veux pas qu'on me vole mon manuscrit final, tu vois. Je ne le mettrai pas. Ouais, gars. Bien pour moi, celui-ci. Mais sinon, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, de partager. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah merci Tous sont beaucoup. bienvenus. Ah, de ouf, t'as raison. Très, très cool. Alors, si t'es d'accord, là, on va parler on va parler du coup de ton bouquin qui est sorti, L'éveil des Mononoke. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch pour qu'on Ouais. comprenne? Et bon, je prends un peu d'avance. Est-ce que tu peux nous parler aussi, quand tu auras fait ça, de tes inspirations pour ce bouquin? D'accord, ouais, bien sûr. Avec plaisir. Euh, donc, le pitch, alors, waouh. Je crois que personne n'aime pitcher, c'est vraiment. Je pense que non. Tu vois, je te mets dans une zone difficile, mais je sais que tu vas gérer. Alors, l'éveil des Mononoke. Du coup, l'histoire, elle commence au Japon, dans un Japon contemporain de nos jours. Donc, tout est moderne. On suit le héros qui s'appelle Lian et qui est un architecte. Voilà. Et en fait, il n'est pas très satisfait de la réalité de son travail. Il est un peu désillusionné et arrive un jour un événement assez dramatique sur son lieu de travail. Donc, il décide de prendre un peu de recul, de réfléchir à la direction de sa vie. Et pour ça, il va prendre des petites vacances, on va dire, à Kyoto, dans la capitale culturelle du Japon, se mettre un petit peu au vert. Sa passion, c'est vraiment d'aller se baigner dans les sources chaudes qu'on appelle les onsen, de se relaxer, il a besoin de réfléchir, donc c'est parfait. Et surtout, celles qui sont perdues dans les bois, celles que personne ne connaît vraiment. Donc quand il en a trouvé une et qu'il est dedans, il se relaxe à fond, il est super heureux. Sauf qu'il ne s'attendait pas à avoir trouvé une source chaude aux propriétés vraiment très particulière parce qu'en fait, les deux personnes qui se baignent en même temps vont échanger de corps. Et le fait est que la seconde personne qui tombe littéralement du ciel sur son crâne, qui l'assomme et qui le coule, c'est un mononoke. Quand il se Mhm. réveille, en fait, il se retrouve dans le corps d'un mononoke. Qu'est-ce que c'est un mononoke? Le mononoke, c'est un personnage du folklore japonais, un esprit, une sorte de démon. Il y en a une multitude, il y en a énormément des dragons, des neko, des mataneko, nekomata, des kitsune, des tanuki, enfin, il y en a beaucoup. Vous en découvrez énormément en fait à la lecture de l'éveil des Mononoke. Et donc, quand Liane, notre héros, se réveille, il se réveille dans le corps d'un Mononoke. Pas n'importe lequel, il se réveille dans le corps de Kizuna, qui est une princesse Mononoke, qui était partie en mission pour en fait un peu sauver son monde. Euh, le problème, c'est que pendant un mois, les deux ne peuvent pas changer de corps. Donc, Liliane va devoir accompagner Kizuna, qui est dans son corps d'humain, à travers tout le Japon pour l'aider à résoudre
une problématique assez énorme. C'est Mhm. une problématique, littéralement, c'est sauver des enfers la déesse Inali qui représente la nature. Elle est enfermée, tenue prisonnière et son énergie, est, en allant très 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 vite, est aspirée par Izanami qui est la déesse de la mort. Plus elle capte l'énergie de la nature, plus elle devient puissante et va pouvoir sortir en fait de l'enfer pour rendre la surface de la Terre une extension de son royaume. Donc, Liane, avec d'autres Mononoke, va devoir traverser tout le pays, va vivre une aventure totalement épique, totalement gastronomique, Ouais. touristique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. La part du scénario, elle est énorme. C'est vraiment des rebondissements, des expériences, des découvertes tout le temps. C'est un conte à rebours, en fait, pour sauver la nature en allant très vite de la mort et pouvoir régler les choses entre deux univers qui sont différents. Lian, un héros franco-japonais qui est devenu à moitié neko, à moitié humain, dans un monde avec des kami qui sont les dieux et les mononoke qui sont des esprits en fait qui sont célestes et terriens. Donc on a toute un, une corrélation entre beaucoup de différences et le pitch principal aussi, le thème principal, c'est une, une bascule entre la tradition et la modernité, en fait, l'instantanéité. Des personnes qui ne veulent pas changer, qui valorisent les traditions, les faits établis et de leurs racines. Et d'un autre côté, la modernité peut être des personnages plus jeunes qui sont dynamiques, qui veulent apporter de nouvelles solutions, changer le monde. Et en fait, ces deux thèmes ont raison d'exister et ces deux thèmes ont leur point positif et point négatif. Et moi, je décide en rien, mais j'ai vraiment voulu mettre ça en exergue dans mon roman et faire dialoguer en fait les deux sphères. C'est vraiment le yin et le yang en fait, ce Ouais. roman. C'est vraiment tout est balancé et de plus en plus vite, tu es entraîné de plus en plus vite et sur beaucoup de thèmes comme ça qui sont duels. Non, mais c'est très, 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 très attirant comme histoire. Très, très Merci. cool. Et tu t'inspires de quoi, du coup, pour... Parce que là, du coup, on comprend que c'est très dense, tu vois. Donc, il y a une grosse part de mythologie donc, que tu mêles à ton histoire. Comment tu fais pour... est-ce que tu t'en inspires? Est-ce que tu... comment tu procèdes? Je vais pas spéculer. Comment toi, tu procèdes? Alors, quand je le dis, parce que c'est difficile pour moi d'expliquer ce roman, déjà parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est difficile de l'expliquer parce que je ne sais pas et je suppose que vous n'avez pas forcément les clés pour comprendre. Tout simplement, le nom des divinités qui sont tellement connues à l'étranger, par exemple au Japon, vous ne les connaissez pas. C'est comme, par exemple, si je vous dis Zeus, vous mettrez tout de suite un nom, un visage dessus et vous comprenez c'est qui. Mais, euh, mais si je vous dis Izanami, Izanagi, ça ne vous dit rien du tout. Donc, ce n'est pas facile à expliquer. Et ça peut avoir l'air dense, mais finalement, j'ai opté pour un style qui est vraiment très fluide, quoi. Bon, je le dis parce que c'était mon but, c'est d'écrire un style, dans un style en fait qui est relativement transparent, qui intègre directement, je veux happer le lecteur sans filtre en fait, dans l'action pour qu'il le vive directement. Il n'y a pas de tournure un peu compliquée ou ça va très vite, ça va directement au but, tout en ayant une certaine poésie, j'essaie quand même, mais c'est vraiment simple, fluide, quoi. Donc, je veux dire, il y a une simplicité dans l'écriture. Ensuite, il y a aussi beaucoup de notes de bas de page, plus un lexique qui est vraiment fourni. Il y a genre plus d'une vingtaine de pages, Ah oui, quand même. si tu veux, pour te documenter à la fin. Donc, tu peux vraiment tout comprendre. Tu as tout pour comprendre l'histoire de façon facile, même si tu es un néophyte. Et ça, je me suis beaucoup inspiré du Kojiki. Kojiki, c'est la Bible japonaise, si tu veux. Alors, la religion japonaise, l'une des religions japonaises, en tout cas la traditionnelle, c'est le shintoïsme. Donc le shintoïsme, c'est une religion animiste qui croit dans les kami. Les kami, ce sont des divinités
des divinités qui sont présentes partout. Une pierre peut être un kami, une pierre spéciale, un immense arbre peut être un kami. Les kami logent très souvent dans les montagnes, logent dans les cieux, etc. Et c'est eux qui ont créé le monde. Izanami, par exemple, qui est la déesse de la mort, est une kami qui a été enfermée dans les enfers par Izanagi, son mari. Et en fait, dans le Kojiki, qui explique la création du Japon jusqu'aux quelques premiers empereurs, parce que les empereurs japonais, de façon euh, traditionnelle, ont une origine mythologique. Ils descendent de Amaterasu, qui est la déesse du soleil. C'est ça le rond rouge, en fait, sur le drapeau japonais. Ça représente le soleil, la déesse Amaterasu. Et donc, tout est expliqué dans le Kojiki. C'est une lecture fascinante, franchement lourde à lire. Elle est, enfin, faut vraiment être accroché, tu vois. Mais c'est vraiment extraordinaire, je trouve, parce que je suis fasciné par les mythologies. Et quand on regarde Je la comprends. mythologie comparée, c'est fou parce que j'adore la mythologie grecque aussi. Et il y a tellement de choses qui se ressemblent. Donc en fait, dans le Kojiki, il y a un passage où on apprend que Izanagi, l'homme, qui est le dieu de la vie, a, descend aux enfers pour sauver Izanami, sa femme qui a péri brûlée. Et quand il la découvre, quand il allume la lumière, elle lui dit n'allume pas la lumière, n'allume pas la lumière. Et quand il allume la lumière pour lui dire mais je veux te voir quand même, il voit qu'en fait elle a été complètement brûlée, qu'elle a commencé à être putréfiée et ça l'horrifie. Donc il se sauve, le couard, et il la bloque avec une grosse pierre pour la bloquer aux enfers pour pas qu'elle ressorte. Et elle lui dit eh ben, si tu me bloques, je vais tuer chaque jour 500 vies. Et lui il dit eh ben, en fait, si tu tues 500 vies, moi tous les jours j'en ferai 1000. Et à partir de là, il va aussi se laver directement dans une rivière pour se purifier des enfers et de ses yeux, de son nez, de son menton, si tu veux, des divinités, dont Amaterasu, vont apparaître. La divinité qui est essentielle au Japon, la grande déesse du soleil. Et j'ai trouvé ce passage vraiment cool. Il est vraiment important dans le Kojiki, parce que c'est la naissance de la grande déesse. Et je me suis dit, tiens, si j'en faisais un roman. Et donc, en fait, la descente de Inari, la déesse de la nature, dans l'enfer, est un prétexte pour aborder cette thématique de la naissance des divinités et de plein d'autres, en fait. Voilà. Donc, ça a été écrit pour apprendre aux Français qui vont lire, aux lecteurs, une partie de la mythologie, une petite partie de la mythologie japonaise, cet épisode, et aussi pour comment dire, on va dire ouais, pour les divertir, vraiment c'est deux thématiques, divertir et éduquer. Cool. Ok. Et c'est très. Bon, on sent que tu as bossé, quoi. Tu vois? On sent que c'est très riche, c'est dense. Et je n'en doute pas. Surtout, c'est un énorme lexique, en fait. C'est-à-dire que tu lis le roman. Donc, c'est très cool. L'histoire a l'air géniale. Et en plus de ça, tu te documentes et tu en apprends plus sur une culture. Et en plus de ça, les mythologies sont pour la plupart en fait, des fondations de civilisation et de culture. Du coup, en fait, on peut comprendre une civilisation et une culture à travers ces mythologies. Et c'est C'est ça. énorme de pouvoir y avoir accès sous forme de roman, parce que du coup, c'est peut-être moins aride, tu vois, même si les mythologies parfois sont vraiment stylées à lire, mais en tout cas, c'est peut-être plus fun, à la rigueur plus ludique. Et c'est une énorme porte, une excellente porte, je trouve, pour pouvoir accès à de la culture que tu mets à disposition, qui doit être très très bien écrite et bien présentée, je trouve. C'est assez charmant. Bravo. Comme tu l'as dit, tu as raison en fait. Et c'est pour ça que je me suis intéressé beaucoup aux mythologies, par exemple à la mythologie japonaise, Ouais. parce que pour comprendre vraiment les Japonais, sachant que moi j'y vivais, j'ai toujours été très curieux en plus de l'anthropologie, etc. Je pense qu'il faut vraiment connaître les contes et les légendes d'un peuple pour vraiment comprendre pourquoi, au final, ils réfléchissent comme ça, pourquoi ils agissent comme ci. Et toutes leurs légendes, leurs mythes sont ce qui les ont formés quand ils étaient petits, quand ils étaient Bien enfants. sûr. Et de là découle leur façon d'être adulte. Et la mythologie, c'est vraiment comment un peuple se voit de façon romanesque et idéalisée, quoi. C'est une philosophie, en fait. Bien sûr que les Japonais savent, enfin, normalement, savent que les dieux, les kami n'existent pas. Je trouve ça stylé, hein, mais tout ça a été créé par les hommes, pour les hommes, en fait.
c'est une manière de comprendre, de parler et de s'améliorer en tant que société. Bien sûr, c'est clair. Et c'est très important de le comprendre, et c'est très très cool que tu le présentes en français. Et là, je me pose la question du coup, est-ce que tu as éventuellement dans l'idée de faire une traduction japonaise? Alors, j'ai dans l'idée, dans l'objectif de traduire tous mes romans en anglais déjà. Ok, Voilà. déjà. Ensuite, il faut que je regarde le market au Japon. Il me Mhm. paraît être assez gros quand même. Mais est-ce que finalement, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pertinent, je vais dire, de proposer un livre sur la mythologie japonaise euh, en japonais vu par un Français? Mhm. Peut-être, peut-être pas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder, sachant que la traduction, c'est comme une réécriture. Donc, il faut trouver des personnes vraiment douées. Ça prend du temps. Je pense que quelqu'un arrive. Une seconde, Vas-y, désolé. prends ton temps. C'était pas prévu. La visite inopinée. En tout cas, on est très très bien. C'est très très cool. On apprend plein de trucs. J'espère que tu apprends plein de trucs en tout cas. C'est cool la magie du live. Ah, Ouais, bon bah je suis chez moi. bah oui, c'est normal. Ouais, du coup, qu'est-ce que je disais? Tu parlais de la réécriture de la traduction. Ouais, c'est tellement en fait, c'est tellement réécrire, c'est pas juste traduire en fait. Traduire, c'est ça suffit pas en fait. Parce que c'est pour ça en fait que j'ai dû apprendre tellement avec la mythologie, avec la société, tout ça. Ouais. Parce que c'est pas juste apprendre les mots japonais et parler en japonais avec ma façon de penser française, c'est qu'il faut adapter sa façon de penser et devenir japonais en fait dans sa façon d'être. Et c'est pareil en fait, les Japonais ne diront pas la même chose pour arriver au même point. Donc ça va être un gros travail en japonais, en anglais, en allemand et tout. Franchement, c'est Ouais, bien pareil. sûr. Mais mon idée, oui, ce serait certainement de le traduire en allemand, en anglais et en japonais, si c'est possible. Ouais, ce serait cool. Ouais, ça sera très 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 cool. Ouais. Ok. J'ai hâte d'en savoir plus. Et donc tu as sorti une couverture avant la sortie, tu nous as teasé un petit peu avec la couverture, et puis tu as fait un trailer qui est chambé euh, sur ton compte Instagram. Euh, la couverture, c'est toi qui l'as fait? C'est moi. Mor- C'est moi qui l'ai fait. Mortel. Et ça, du coup, c'est un truc que tu savais faire avant, ou c'est grâce à, entre autres, à ta formation d'architecte, ou tu as appris sur le tard pour faire ça? Comment ça s'est passé? Parce elle est chambée. Et du coup, c'est toi qui vas tout faire après pour tes 12 bouquins, ou est-ce que tu vas sous-traiter? Comment tu vas gérer ça? Euh, Franchement, c'est vrai que c'est clairement une fierté de faire sa couverture. Mhm. Et puis là, pour le coup, d'avoir fait tout, l'intégralité de l'objet moi-même, avec du soutien, bien sûr, pour la correction de fautes, etc. Mais ça a été vraiment cool. Je trouve elle est vraiment réussie, je l'aime beaucoup, mais je me demande si je ne ferais pas dans un an une version augmentée en fait, de l'éveil des Mononoke et la passer à un de mes amis qui est excellent, c'est un artiste fantastique, pour qu'il redesign en fait la couverture, qu'il garde la même, mais qu'il l'améliore en fait. Je me dis que ça peut être cool. Et je suis freelance et je trouve ça vraiment bien de faire travailler ses proches, les personnes que tu connais qui sont des personnes très professionnelles, qui ont des qualités. Et moi, j'ai envie de faire collaborer tout le monde en fait, tout autour. Donc, mon trailer aussi, le trailer des Mononoke, c'est moi aussi qui l'ai fait. Donc, j'ai dessiné, j'ai monté, etc. J'ai absolument tout fait, hormis la voix off. J'ai demandé à un ami à moi qui est acteur de faire la voix off. Et, je trouvais ça fantastique. Il m'a fait ça, franchement, c'était trop cool. Et du coup, oui, je me suis dit, il me faut quelque chose d'impactant, quelque chose de visuel et de très rapide. Une minute pour qu'on comprenne
l'esprit, l'essence de mon roman et qu'on ait envie de le lire. Donc, ça m'a demandé beaucoup de travail, hein, à vrai dire, mais j'en suis content tout de même par rapport à la masse de travail que j'avais. Je devais déménager, etc. Et j'ai fait ça en même temps. Donc, c'était cool. D'où viennent mes capacités à dessiner, animer, etc. Alors, ça, c'est comme tout, c'est comme le japonais, j'ai pris du temps à apprendre, comme le dessin. J'ai toujours aimé dessiner. Je dessinais pas trop mal avant. Après, j'ai un peu lâché parce que j'avais beaucoup d'autres lubies. Mais j'ai toujours dû garder un petit coup de crayon. Et l'animation, c'est vrai que je l'avais fait vite fait un petit peu quand j'étais architecte. Et c'est toujours quelque chose qui m'avait aussi bien intéressé. After Effects, Photoshop, c'est des logiciels que j'ai toujours eu sur mes PC. Et là, j'avais besoin d'un graphiste. Et je me suis dit, je ne vais pas commencer à dépenser de l'argent. C'est quelque chose qui est dans mes cordes. Il faut que je trouve un moyen de le faire, quoi. Donc, très clairement, je ne pensais pas à avoir une couverture comme ça, de base. Euh, j'ai fait le chemin pragmatique. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Ok, donc quel type de couverture rentre dans ce que je suis capable de faire? Et à partir de là, choisis un style graphique qui va rendre bien par rapport à tes compétences. Donc, j'ai choisi ça. Et donc, c'est un mélange entre le traditionnel et le moderne, comme j'avais dit, parce que c'est un des thèmes forts des Mononoke. Donc, tu as genre, un mec streetwear, Nike, avec une sorte de crop top ultra japonisant, des couleurs flashy, le masque ultra stylé, je trouve, de Tengu. Et il est avec un écho on dirait, sur une barre de Tori, qui sont les portails japonais, rouges, sur la vague de Hokusai, avec les, euh, les fonds, les paravents avec de la feuille d'or typiquement japonais. Ça fait un mélange entre estampe et entre street art. Et je trouvais ça vraiment cool. Je trouvais que ça parlait vraiment bien de mon roman. Tu as les personnages principaux, la vague, elle est dans le roman, les torii sont dans le roman, le neko est dans le roman, tous les petits accessoires sont dans le roman. Donc, ça raconte l'histoire. Je me suis dit, c'est pertinent. Ouais, très très clair. Donc ça, tu sors ça, entre autres, tu sors ta bande-annonce sur Instagram, tu sors la révélation de ton bouquin, de la future sortie, etc. sur Instagram. Est-ce que ça a toujours fait partie de ton plan d'être sur les réseaux sociaux ou c'est venu sur le tard ou c'est parce que tu en avais déjà fait avec ton autre compte, tu vois, que tu avais bossé sur le marketing digital, etc. Est-ce que du coup tu t'es toujours dit que tu allais faire ça? Dès que j'ai décidé, enfin non, j'allais dire dès que j'ai décidé d'être auto-édité, mais finalement non, parce que comme je le disais, même en fait, si toi tu fais pas ta propre promotion, même si tu es avec une maison d'édition, c'est mort, quoi. C'est vrai. Euh, Tu dois être le premier à te promouvoir et quand toi t'abandonnes, tout est perdu, quoi. Donc non, depuis le départ, j'avais dans l'idée de faire ça. J'ai un autre compte, en fait, c'est c'est mon compte que j'utilisais durant le mannequinat, où je postais, en fait, ça faisait ma promotion, mon compte Instagram, pour trouver d'autres jobs en dehors de mes agences, etc. Et pour pouvoir toujours être attractif envers les clients. Et clairement, j'ai trouvé plein de travail grâce à Instagram, par exemple. J'ai ensuite travaillé avec des influenceurs. J'ai aussi été influenceur. Donc, clairement, je connaissais le pouvoir des influenceurs. Et je me suis dit, il faudrait que j'arrive à collaborer avec des influenceurs parce que, oui, je suis un auteur. Il faut que je travaille donc avec des influenceurs sur les livres de lecture. Mais d'un autre côté aussi, je ne suis pas que ça. J'ai beaucoup de connaissances sur énormément enfin, sur beaucoup de thèmes différents. Donc, j'ai de quoi apporter et construire. Donc, ça peut être vraiment des partenariats très intéressants. Moi, je pense franchement à faire des documentaires ou parler de choses vraiment poussées et sur plein de supports. Donc, je me suis dit, il faudrait faire ça parce que je ne peux pas réussir à promouvoir mon livre tout seul. Je peux avoir écrit une pépite. Si personne ne la trouve, ça servira à rien. Donc, Bien il sûr. faut que je fasse la promotion. Les SNS, donc les réseaux sociaux, se sont imposés à moi dès le départ. Mhm.
Ouais, ok. Donc oui, c'était cohérent du coup que tu. Bon, là, tu en avais un pour le marketing, du coup, tu fais. C'est pas forcément la même chose, mais en tout cas, la logique est la Pas pour le même. marketing, en fait. J'en avais un pour le mannequinat. Pardon, pour le mannequinat, je veux dire. Et du coup, donc que tu fasses le même procédé, même si c'est pas de la même façon, pour ton bouquin, quoi. C'est de la promotion de toi, de ton produit, de ce que tu vas mettre, quoi. Ben, Ça serait. j'avais pas mal d'abonnés sur mon ancien compte. Mhm. Et j'aurais vraiment bien voulu le continuer, tu vois, et le transformer en Instagram d'écrivain. Le problème, c'est que j'étais au Japon, donc il y a beaucoup d'étrangers qui ne Ouais, lisent pas le français. La cible n'était pas la même. Je me suis dit, ouais. allez, on commence à zéro. Je ne conseillerais pas forcément de commencer à zéro. Les SNS, c'est vraiment dur, Mhm. mais je l'ai fait, je suis content. Je trouve ça vraiment cool. Et puis tu as l'air de gérer en plus, donc bah, c'est peut-être pas forcément une mauvaise décision, tu vois. Ouais, Peut-être. d'accord. Et là, du coup, donc il y a l'éveil des Mononoke qui est Oui, sorti mi-août. c'est ça. On enregistre cette vidéo aujourd'hui, on est début septembre. Donc il y a ton autre roman qui sort si je dis pas de bêtises, le 10, 11, le 15, 16, 14. 14, le À la 14 fin, septembre. c'est ça. Donc ce sera le jour de la diffusion de cette vidéo. C'est parfait. C'est très bien, ça tombe parfait. Donc ton autre roman sort le 14 septembre pour ce mois-ci. Donc après l'autre du coup pour octobre, etc. Donc on va suivre tout ça aussi. Euh, Donc j'imagine qu'entre-temps, ce qui va se passer sur Instagram pour la semaine avant la sortie de ton bouquin, c'est du coup ta communication autour, etc. Tu es en train de préparer ça? Tu es dans plein dedans, j'imagine? Je suis en plein dedans. Ouais, Je suis ça en se plein passe. dedans et en même temps, c'est compliqué parce que je suis aussi en même temps en plein dans l'écriture de mon troisième roman à publier. Et je suis pas très fort pour. Je suis multitâche, mais à la suite, Ouais, pas en même ok. temps. Hmm, Et je préfère me donner une journée où je fais que de l'écriture, une journée où je fais que de la promotion. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment s'arrêter d'écrire quand on est lancé. Et ça coupe de faire la promotion, mais je suis bien obligé de faire la promotion. bien sûr. Et ça me gêne parce que je suis en retard sur mon planning, en fait. Donc, bon, je fais comme je peux. Mais oui, effectivement, je suis en train de travailler sur la promotion de Hikalier. Hmm, Très certainement, vous, quand vous l'avez vu sur mon profil, vous prononcez Hikari. ouais, Mais c'est Hikalier parce que le H se prononce en japonais et le E se prononce E. Et en fait, c'est deux mots. Ça veut dire vers la lumière. C'est le sous-titre du roman. Et donc, ce roman-là va sortir le 14 et je vais préparer une très rapide bande-annonce. Ce ne sera pas comme le trailer que j'avais fait la première fois. Je pense que je posterai des trailers, mais plutôt comment dire, plus tard, en différé. Je peux toujours faire la promotion en fait en différé, je pense, pour un livre. C'est pas un produit qui est périmé très rapidement. Et je préfère me concentrer d'abord sur les livres, l'écriture. Et ensuite, comme je disais, peut-être qu'au bout de 3 mois, peut-être que dans 4 mois, je ferai une petite pause pour voir à adapter ma stratégie sur l'année. Peut-être que j'utiliserai cette pause pour créer les trailers des livres manquants et les poster. Voilà. ouais. Ah, très très beau programme. Bah écoute, j'ai très hâte de voir la suite parce que du coup, c'est vraiment dans pas longtemps. Ça va être très très cool, je pense pas être le seul. Donc on va suivre ça de très près. Donc On on va va faire suivre ça. ça. Grave. On va suivre ça. Ouais, ça. On va suivre ça sur les réseaux. Donc moi j'ai hâte de voir ça. Donc je vais voir le 14 septembre, guetter ça de loin et de près aussi. Entre-temps, du coup, nous, bah, on va suivre ce qui se passe sur tes réseaux. Ça va être très très cool, j'ai l'impression. C'est Très très beaucoup. cool. Ouais. Voilà. Donc c'est ça ça résume du coup ce qu'on va voir sur ton compte en fait dans l'idée, c'est que du coup ça va bouger très vite, ça va s'enchaîner, tu vois. Ouais. Euh, et bon, jusqu'à ce que tu aies ta période de réflexion dans quelques mois, comme tu prévois de faire. En tout cas, ça va aller très très vite et Et ça, affiner après ma façon de ouais, poster. J'essaie des choses là en ce moment. ouais, Mais sur le compte, effectivement, si on veut être général, je vais poster et je vais écrire sur les mythologies. Euh, Au début, exclusivement sur le Japon. Le genre restera fantastique. C'est fantasy plutôt, mhm, voire fantastique. Donc, Icalier est un roman plus fantastique que fantasy. Donc, il est un peu différent de l'éveil des Mononoke.
Il se passe complètement dans Tokyo contemporain. Et la suite sera plus peut-être fantasy, peut-être un peu historique, mais toujours dans le genre fantasy et toujours sur le Japon, jusqu'à certainement que j'arrive à la mythologie grecque en fin d'année. Donc, dans les 12 mois suivants, donc un peu avant l'été, quoi, on va dire. Je ferai peut-être une excursion dans la mythologie Inca, c'est dit. Hop. Mais ouais, ce sera potentiellement. J'ai déjà un chapitrage. Très, très cool. Ok, bah, j'ai hâte de voir tout ça. Merci beaucoup encore une fois, Axel, d'avoir accepté de venir. C'est Franchement, un c'était trop plaisir, cool. merci, hein, franchement. Ouais, très cool. J'ai passé un super moment. Je pense que tout le monde a passé un très bon moment. On a appris plein de trucs déjà. Ça, c'est cool. Et suivre tout ça, c'est vraiment, il se passe plein de trucs et ça fait plaisir, franchement. Merci beaucoup hein, de m'encourager. C'est vrai que c'est très utile d'être encouragé en tant qu'auteur auto-édité. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est une masse de travail intense. Ouais, plutôt. Peut-être que si on publie un livre par an, c'est moindre, mais ça reste énorme. Parce Très que bien. combien de personnes publient un livre dans leur vie déjà? Bien sûr. Donc, clairement, c'est un travail qui est très difficile à faire. À mon niveau, si je veux publier un livre par mois, je pense que très honnêtement et humblement, c'est pas possible seul. Il faut être entouré en fait de personnes bienveillantes et pouvoir déléguer des tâches. Euh, J'adore faire ma couverture, mais potentiellement, je pourrais penser à déléguer à un graphiste. La correction, c'est pareil. Moi, je pense que je suis en recherche de toute façon de bêta lecteurs, pas forcément de graphiste pour le moment, parce que c'est vraiment la bêta lecture et la correction pour moi qui sont les plus chronophages. Parce que corriger un livre tout seul, déjà c'est très dur, mais en plus, même aider, ça prend tellement de temps. C'est un temps que je ne peux pas utiliser sur le mois pour créer un trailer, pour créer du contenu inédit aussi sur les réseaux sociaux qui plaira au lecteur et pour écrire tout simplement un autre livre le mois suivant. Donc c'est ça, je vais essayer de trouver des solutions pour soit débloquer des fonds, peut-être un Tipeee ou Ulule, quelque chose comme ça en fait, pour essayer de gagner un petit peu d'argent pour payer des corrections, des gens en fait pour m'aider. Travailler vraiment en équipe avec des freelances pros et puis des personnes humaines, quoi. Vraiment, la bienveillance, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Ouais, c'est primordial, et ça se sent. Super. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir, Axel. Merci beaucoup. Et puis, on va suivre ça de super près. Ça va être très, très cool. Prends soin de toi. J'espère que ça va très bien se passer, comme tu as prévu, tu vois, comme tu as très bien prévu. Et que tu vas grave gérer. Mais on y croit. Grave, très, très clairement. Prends soin de toi. Et ben, du coup, on se tient au courant pour, enfin, en fonction, on va suivre toutes tes publications, toutes tes parutions aussi. Ça va être très, très cool. Bah, je vous attends Ouais, sur mon Instagram. Et puis venez discuter parce que c'est ce qui est le plus intéressant, les échanges. grave. C'est très clair. À toi. Ça marche. Bah, prends soin de toi, Axel. Ben, on se tient au courant pour toutes ces avancées. Allez, salut, et puis j'espère que vous avez kiffé, que tu as kiffé, que tu as passé un bon moment comme moi, je l'imagine. Et on se tient au courant pour d'autres interviews d'auteurs. Prends soin de toi, à la prochaine. Salut Axel! Ciao.